Bonsoir, heureuse de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'Échiquier international. Nous sommes en direct sur Al24 News pour décrypter un nouveau thème d'actualité. Ce soir, il sera question du Sahara occidental. Restez avec nous, les détails dans un instant. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a reçu la semaine dernière à New York les représentants des partis en conflit, à savoir le Front Polisario et le Maroc. Des consultations non officielles qui avaient pour objectif de faire le bilan du processus politique concernant le dossier du Sahara occidental, d'analyser les positions des uns et des autres afin de sortir ce processus de l'impasse. Tout ça avant la présentation de son briefing semestriel prévu d'ailleurs ce mois d'avril devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Que peuvent espérer justement les Sahraouis de cette mission de Staffan de Mistura pour trouver justement une issue au conflit du Sahara occidental? Une mission, rappelons-le, semée d'embûches depuis son début. On va évoquer les efforts onusiens dans ce dossier avec mes deux invités. El Kantibala, militant et diplomate sahraoui, est avec nous depuis Paris. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et nous retrouvons depuis les camps des réfugiés sahraouis Malaini Lekhal, également diplomate sahraoui. Bonsoir, monsieur Malaini Lekhal. Bonsoir. Alors d'abord un mot sur ces consultations non officielles qu'a eu justement l'émissaire onusien pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, avec les deux parties en conflit. D'abord avec vous, Malaini Lekhal. Oui, effectivement, comme vous avez indiqué, Staffan de Mistura essaye à travers ces consultations non officielles avec les représentants des deux parties de trouver une brèche, de trouver une façon à relancer les négociations. Malheureusement, on ne s'attend pas à grand-chose. L'ONU n'a pas réussi depuis 30 ans déjà, 30 ans de paix relative qu'elle a eu et de chance pour lancer son processus et pour organiser son référendum. L'ONU n'a pas réussi à convaincre le Maroc surtout qui continue à faire obstacle à la solution et à toute proposition de paix depuis 1991. Alors on s'entend à rien vraiment, mais on espère que avec ce qui se passe mondialement, l'ONU va comprendre enfin qu'il faut trouver vite des solutions aux problèmes, oui, au lieu d'accumuler les problèmes, en plus des problèmes qui sont en train de se créer maintenant. Alors malgré donc les entraves rencontrées par l'émissaire onusien pour le Sahara occidental depuis sa prise de fonction, il persiste et continue justement à essayer donc de lever l'impasse de ce processus. El Kantibala, qu'est-ce qu'on peut attendre de la mission de Mistura actuellement? Qu'attend le peuple sahraoui? Que peut attendre le peuple sahraoui justement? Le peuple sahraoui a foi en l'ONU, c'est évident. S'il n'avait pas cette foi, il n'aurait pas attendu 30 ans à croire que l'ONU a organisé le référendum d'autodétermination. Malheureusement, je peux dire que les Nations Unies ont gravement failli à leurs responsabilités en n'étant pas capables d'organiser cette consultation référendaire. Pire encore, en l'ayant ajourné sine die. Et ce que les Sahraouis attendent, c'est que les Nations Unies assument une bonne fois pour toutes leurs propres responsabilités. J'insiste là-dessus. Il est de la responsabilité des Nations Unies de décoloniser le Sahara occidental, car le Sahara occidental a le statut de territoire non autonome. Et cela impose aux Nations Unies la responsabilité d'appliquer sa doctrine en la matière. Malheureusement, de nombreux représentants personnels du secrétaire général des Nations Unies sont passés sans pour autant
appliquer le plan de règlement. Oui. Le plan de règlement est un accord qui a été trouvé entre les deux parties en conflit, le Front Polisario et le Maroc, et sous l'égide des Nations Unies et l'organisation africaine pour permettre de cesser l'hostilité entre les deux parties et permettre aussi aux Nations Unies d'organiser le référendum. Force est de constater que 30 ans après, les Nations Unies n'ont pas réussi à organiser ce référendum. Le peuple sahraoui, comme vous le savez, a décidé de reprendre son combat militaire et passer sur un autre schéma, à savoir négocier d'une part et combattre par les armes l'occupant d'autre part. J'espère que les Nations Unies soient à la hauteur des enjeux de la paix, et ils sont énormes, et parviennent sans tarder à en finir avec ce conflit colonial. On a l'impression que cette fois-ci, on est face à un nouveau contexte. Le Front Polisario a justement posé ses conditions, et c'est ce qu'on retient justement de la déclaration du représentant du Front Polisario auprès de l'ONU, Mohamed Sidi Ammar, qui a justement parlé, qui a rejeté donc catégoriquement la politique du fait accompli proposée par le Maroc et les solutions en dehors de la légalité internationale Kantibala. Donc c'est un nouveau contexte qui impose, donc il y a une nouvelle donne qui s'installe. Tout à fait. En fait, la reprise de la guerre par le Front Polisario signale un nouveau contexte, car le peuple sahraoui ne pouvait pas attendre ad vitam aeternam que les Nations Unies organisent un référendum qui ne viendra probablement jamais. Et les Nations Unies, on a l'impression que non seulement n'organiseraient pas ce référendum tant promis, mais qui se sont engagés dans une opération de blanchiment de l'occupation illégale de notre territoire. Et on ne peut que le qualifier ainsi, car prendre autant d'années, presque l'équivalent d'une génération, pour organiser une consultation référendaire, alors que le collège électoral existe déjà, alors qu'on a passé beaucoup de temps à composer le corps électoral, et qu'une fois composé, voilà que les Nations Unies disent que le référendum, nous ne pouvons pas l'organiser tout de suite, et que nous suggérons une solution mutuellement acceptable. Oui. Mutuellement acceptable, soit, mais à condition que l'autre partie, c'est-à-dire la force occupante, accepte une solution mutuelle. Oui. Or, depuis tant d'années, le Maroc ne veut pas d'une situation acceptable. Et ces déclarations officielles répétées accentuent l'idée qu'ils n'ont de solution que l'autonomie interne, autrement dit l'occupation. Or, ce contexte nouveau consiste à dire aux Nations Unies le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance est un droit inaliénable, est un droit imprescriptible tel que dit par le droit international, et il est hors de question que l'on négocie ce droit. Soit on accepte d'organiser le référendum d'autodétermination qui est une solution pacifique et politique et démocratique, soit le peuple sahraoui continuera sa résistance armée jusqu'à parvenir à son objectif sacré, c'est-à-dire la libération du pays. Malaïn El-Lakhel, comment renverser la donne? Comment parvenir justement à cette solution mutuellement acceptable? On peut dire que Stéphane de Mistura se retrouve dans une situation un peu délicate, très difficile actuellement. Ben, évidemment, il est dans une situation très très difficile, surtout que l'une des parties au conflit, le Maroc en l'occurrence, refuse catégoriquement de respecter la loi internationale. Alors comment M. de Mistura va faire, surtout en plus qu'il ne reçoit pas
le soutien nécessaire de la part du Conseil de sécurité. Vous savez que au sein même du Conseil de sécurité, malheureusement, il y a une tendance et une volonté de soutenir l'occupation marocaine par tous les moyens. Bien sûr, ils n'ont pas le courage de le dire clairement et ouvertement, mais les faits sont là. 30 ans de paix inachevée, 30 ans d'attente sont bien la preuve. De Mistura va essayer de trouver des soutiens internationaux, surtout des soutiens des puissances qui gouvernent le monde maintenant. Mais le problème est que le monde est en mouvement actuellement, oui. et les puissances et les balances sont en train de changer vraiment très très violemment. On a vu comment les États-Unis d'Amérique sont en train de perdre le terrain sur la scène internationale, économique et politique. Vous avez vu comment même les pays arabes, les pays du Golfe sont en train de chercher de nouvelles alliances avec la Russie et la Chine. Alors, il y a des choses qui sont en train de bouger. Oui. Nous espérons que l'ordre international qui va venir, que je crois qu'il ne va pas tarder à venir, oui. ou bien au moins à se former, soit vraiment et réellement basé sur la légalité internationale, basé sur le désir de mettre fin à la suprématie de la loi de la puissance et de la jungle qui nous a gouverné pendant plus de 20 ans, de décennies. Cela signifie, pardonnez-moi, Mal'ine El Lekhel, cela signifie que l'émissaire onusien a plus que jamais besoin d'un soutien, notamment des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, qui doit être engagé à suivre ou à soutenir l'émissaire dans sa mission. Absolument. Il faut pas oublier que c'est le Conseil de sécurité qui décide sur la question du Sahara occidental. C'est lui qui a les prérogatives de relancer, de soutenir les efforts de l'ONU au Sahara occidental et dans tous les conflits internationaux. Alors, De Mistura ne peut rien faire s'il ne reçoit pas le soutien clair et ferme de la part des conseils de sécurité. La bataille va se passer là, bien sûr, sur le terrain du Front Polisario après la décision de reprendre les armes. C'est une décision très soutenue par le peuple sahraoui surtout, mais aussi par les alliés du peuple sahraoui qui ont compris que le Maroc ne va pas accepter de s'asseoir à la table de négociation et respecter les droits des peuples sahraouis sans la pression et sans le changement des liens de force sur le terrain. El Kantibala, toujours sur la responsabilité qu'incombe au Conseil de sécurité, Stéphane de Mistura aurait, en plus d'avoir rencontré donc les deux parties en conflit, il aurait donc eu des entretiens également avec les parties impliquées dans ce conflit du Sahara occidental à l'égard de l'Espagne, des États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni et la France. Que pouvez-vous dire justement sur la position de ces pays actuellement vis-à-vis du Sahara occidental? Bon, d'abord le Conseil de sécurité. Et je pense que, en fait, le conflit du Sahara occidental étant un conflit aux contours juridiques bien définis, il aurait pu être réglé diplomatiquement sans grande difficulté, car la doctrine de l'ONU est parfaitement claire là-dessus. Et le Conseil de sécurité avait déjà dès 1975, manifesté son désaccord et son rejet de l'annexion du Sahara occidental par le Maroc. Oui. Toutes les résolutions par la suite du Conseil de sécurité n'ont cessé de confirmer le droit inaliénable du peuple sahraoui
à l'autodétermination. Mais vous êtes d'accord avec moi, il y a un double jeu au sein du Conseil de sécurité actuellement concernant la question du Sahara occidental. Oui, tout à fait. Alors, comme je le disais, le conflit du Sahara occidental est tout à fait clair et la solution, elle existe. Mais on a signé un plan de règlement ONU-OUA qui engage le Maroc et le Front Polisario à parvenir à une solution basée sur le référendum, justement. Mais par un jeu de influence et sur le Conseil de sécurité par certaines puissances, notamment la France, oui, mais aussi soutenue par le porte-plume, c'est-à-dire les États-Unis, ont fait que, quelque part, les résolutions du Conseil de sécurité ne met pas à l'index la partie qui a obstrué l'exécution du plan de règlement en question, et chemin faisant, les résolutions du Conseil de sécurité commençaient à qualifier la proposition marocaine d'autonomie de sérieuse et crédible. Rappelez-vous cette phrase qui permettait en fait au Maroc de pérorer faussement d'ailleurs que le Conseil de sécurité est de son côté, alors que toutes les résolutions du Conseil de sécurité insistaient sur que toute solution doit respecter le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Oui. Ce droit, je l'ai rappelé tout à l'heure, est inaliénable et imprescriptible. Ni l'ONU, ni le Conseil de sécurité, ni l'Espagne pouvaient l'octroyer à quelconque État que ce soit. Seul le peuple sahraoui pourra décider de son sort. Et effectivement, ici, les Sahraouis, nous dénonçons effectivement cette complicité de certains États qui ont quelque part perverti le droit international, perverti les objectifs fondamentaux des Nations Unies en ce qui concerne la décolonisation en général et en particulier le Sahara occidental. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, dans la crise ukrainienne, il y a beaucoup de partis qui insistent sur le respect du droit international. En dehors du droit international, point de salut. Et il est temps que les Nations Unies et son organe exécutif, le Conseil de sécurité, donnent du crédit à ce droit international en décolonisant le Sahara occidental le plus urgemment possible. Pourquoi ? Parce que les Nations Unies, justement, ont mis 30 ans à organiser le référendum. Ils ont mis 50 ans à sanctionner l'agresseur qui est le Maroc. Il est donc temps que cette complicité criminelle de la part de certains États qui ne veulent pas que le Maroc soit sanctionné cesse une bonne fois pour toutes et que le droit international prévale une bonne fois pour toutes et que les Nations Unies et son Conseil de sécurité puissent avoir retrouvé la crédibilité nécessaire à même d'imposer la paix et la sécurité dans le monde. Telle est sa mission qu'il a fondée. C'est cela l'espoir que formule non seulement le peuple sahraoui, mais tous les autres peuples qui craignent que par la suite leur territoire, leur pays puissent être envahis pour X raisons historiques, idéologiques ou autres, et que finalement ne trouveront pas dans les Nations Unies ou dans le droit international la possibilité de pouvoir se défendre contre une éventuelle invasion. Alors face à ces divergences autour donc de la question du Sahara occidental, notamment au sein du Conseil de sécurité, qui est l'organe exécutif donc de l'ONU, quelles sont les options auxquelles se trouve actuellement confronté l'émissaire onusien de Mistura pour réussir justement là où ses prédécesseurs ont échoué? C'est vraiment triste de le dire, mais il n'a pas de choix, il n'a absolument pas d'atout. Il n'a qu'à attendre et qu'à espérer que les membres du Conseil de sécurité, surtout les membres détenteurs du droit du veto, décident par main, je ne sais pas comment ils vont décider de vraiment soutenir la légalité internationale, de vraiment faire respecter la doctrine de décolonisation de l'ONU en matière de la décolonisation et comme a dit El-Kunti, sinon l'ONU n'a plus de crédibilité, l'ONU n'est plus convaincante, il ne l'a jamais été pendant
des dernières décennies. Et il est grand temps que ce genre de manque de prise de responsabilité de la part de l'organisation Est-ce que ce que vous internationale... dites signifie également l'échec de la mission de Mistura? Absolument. Comme ses prédécesseurs. Il ne faut pas oublier que de très grands calibres comme James Baker, Oui. Christopher Ross, Horst Kohler ont jeté l'éponge justement parce qu'ils n'ont pas eu le soutien nécessaire pour que leur mission aboutisse. Parce qu'en fin de compte, ils ne sont que des intermédiaires. Et leur mission est de faire rapprocher les parties en conflit pour les convaincre à s'asseoir et à négocier sérieusement, sans précondition, mais négocier pour atteindre une solution qui respecte le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Les résolutions de l'ONU sont, si vous voulez, mettre des conditions impossibles à respecter. D'une part, la solution mutuellement acceptable que ces résolutions préconisent doit respecter le droit de l'autodétermination. Et d'autre part, dans cette même résolution, il parle de l'autonomie marocaine comme crédible. C'est incompatible. La solution, la soi-disant solution marocaine ne peut pas être une solution au conflit parce que il prétend que le Maroc a déjà la souveraineté pour offrir une autonomie, ce qui n'est pas le cas. Alors voilà le problème. Votre avis sur la question El Kantiballa, la mission des Mistura est-elle condamnée elle aussi à échouer, comme vient de le souligner Malaini Lekhel? Je ne l'espère pas. Mais déjà, M. de Mistura doit laver l'affront que lui a imposé le régime d'occupation marocain, oui, quand il l'a empêché d'une façon humiliante de se rendre dans le territoire occupé, rendre visite à la fois à la mission onusienne, mais aussi de consulter la population sahraoui dans les territoires occupés. Déjà cela. Et par la suite, la MINURSO doit revenir au format initial, c'est-à-dire un mandat de 6 mois, ensuite un compte rendu au Conseil de sécurité pour qu'elle soit plus efficace. Alors justement, est-ce qu'on ne peut pas profiter de ce contexte où le Maroc se retrouve justement en position de faiblesse au vu de tous les déboires dans lesquels il est actuellement embourbé? Absolument. Le Conseil de sécurité, qui est actuellement présidé par la Russie, doit profiter effectivement de cette situation où le droit international est malmené et imposer au Maroc déjà un format moins long, 6 mois au lieu d'1 an, oui. Imposer au Maroc l'idée que ce territoire ne lui appartient pas et donc il doit rester ouvert aux Nations Unies, représentants personnels ou autres, et lui imposer aussi l'idée qu'il est temps qu'il s'engage sérieusement dans le processus de paix en acceptant la consultation référendaire du peuple sahraoui. Oui. Autrement, la situation ira de pire en pire et le peuple sahraoui finalement ira vers la solution la plus extrême qui est la libération par les armes. Mais je crois que le Conseil de sécurité sera à même d'imposer au Maroc, qui est quand même un pays faible, en contrepartie, donc d'organiser ce référendum, d'accélérer le processus d'organisation de ce référendum. Merci El Kantiballa pour votre contribution dans cette émission. Merci à vous également, Malaini Lekhel, d'avoir participé à ce numéro de l'Échiquier international consacré à la question sahraoui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez à suivre donc les programmes d'Al 24 News. Très bonne soirée.